Chères vin-joueuses, chers vin-joueurs, ici Ron et bienvenue dans cette dégustation du septième continent, hein, le fameux tant attendu qui est enfin arrivé dans toutes les bonnes chaumières qu'il avait acheté en financement participatif et donc y compris bien sûr chez Vin-Jeux. Alors, vous avez certainement entendu beaucoup de choses sur le septième continent, des critiques dithyrambiques. Est-ce que le jeu est à la hauteur de ces critiques, ces revues? Alors là, clairement, à 2000%. On est relativement tous d'accord, et moi encore plus que les autres camarades de Vin-Jeux avec qui j'ai eu la chance de jouer ce soir. Donc on est en présence d'un jeu d'exploration, donc une expédition d'explorateurs est arrivée sur le 7e continent il y a quelques temps, ils en sont revenus et ils ont une fameuse malédiction qui leur est tombée dessus. Certains membres sont déjà morts et donc vous retournez sur le 7e continent pour lever cette fameuse malédiction. Alors, comment se présente le jeu, donc là, on a évidemment une partie déjà entamée, déjà avancée, mais qui n'est pas terminée. Donc, on commence sur une carte au départ, qui dépend de la malédiction qu'on joue, parce que dans la boîte de base, il y a déjà plusieurs malédictions. Et on va explorer au fur et à mesure le terrain. Donc, on va créer le plateau de jeu en mettant les cartes au fur et à mesure. Donc, on voit ici les cartes brouillard, qui sont en fait des cartes qui révèlent potentiellement un terrain ou un événement éventuellement, et donc qui vont agrandir au fur et à mesure que les joueurs explorent. Alors, comment se passe un tour de jeu? C'est très simple, il n'y a pas de tour de jeu. Voilà, on n'est pas dans du cube en bois germanique teuton, 12 tours, 5 actions dans chaque tour, dans l'ordre, pas du tout. Ici, on joue entre guillemets comme on veut, c'est-à-dire on est libre de faire n'importe quelle action pour autant que l'action soit disponible, dans n'importe quel ordre. Donc on dit, voilà, c'est tel joueur parce qu'il a peut-être telle compétence ou tel objet pour le moment dans son inventaire, qui fait telle action, aidé éventuellement d'un autre joueur. Alors on voit, si je prends par exemple la carte terrain ici, où on a 2 joueurs et un feu qui a été créé, on a toujours l'action de se déplacer depuis le terrain en question, et on a potentiellement, c'est pas le cas ici, mais d'autres actions sur le terrain. On a les numéros de cartes qui vont être révélés éventuellement, donc si on explore les tuiles, les cartes d'à côté. Et on a des ressources qui sont disponibles sur ce terrain et qui permettront de construire plus facilement des objets si on trouve des objets au fur et à mesure. Quand on réalise une action, ici c'est se déplacer, mais il y a pas mal d'autres actions qui sont disponibles. Si je prends la carte de toutes les actions potentielles dans le jeu, c'est très simple. On va tirer un certain nombre de cartes depuis ici le deck de cartes actions qui sont en fait les points de vie de l'ensemble de l'expédition. C'est un jeu totalement coopératif, donc ça c'est les points de vie de tout le monde en même temps. On va tirer un nombre de cartes qui est imposé ou plus, si on a le droit. On va simplement les révéler et on va vérifier qu'on a le nombre de succès requis par l'action. Donc voilà, si ici je devais faire 3 succès, j'ai bien mes 3 étoiles, sachant que vous voyez, on peut combiner les demi-étoiles, si elles sont dans le bon sens. Si j'ai le nombre d'étoiles suffisant, mon action réussit et je peux avoir le bénéfice ou réaliser l'effet de l'action réussie. Si pas, dans ce cas-là, je subis éventuellement une conséquence négative. Et donc on va au fur et à mesure explorer donc le 7e continent en récoltant des indices pour lever la malédiction, en construisant, très important si on vient ici sur un plateau personnel, en construisant des objets qui vont aider et faciliter. Ça, c'est un aspect crucial du jeu. Donc, on a un nombre limité d'objets qui dépend du nombre de joueurs. Donc, ça, c'est super bien fait. Si on est à 4 joueurs, on aura, je vais prendre la carte pour montrer ici. Vous voyez, c'est la carte besace et carnet. En fonction du nombre de joueurs, un joueur, on peut avoir 4 objets. On peut jouer en solo. 2 joueurs, 3 objets. 3 joueurs, 4 joueurs, seulement 2 objets. Et avec un certain nombre de cartes, je vais revenir ici sur les objets, donc on peut améliorer en fait ces objets en les combinant. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très très important parce que vous voyez ici toutes les petites cases en brun sont en fait des aides. Quand vous réalisez l'action en question, vous aurez
tel bonus qui vous facilitera l'action, soit des réussites en plus, soit des cartes en moins à tirer. Et ça, c'est crucial puisque la gestion de ce deck action, qui sont en fait vos points de vie, vous donne le fait que vous survivez ou pas. Quand le deck est complètement épuisé, quand vous avez fait le tour de toutes vos cartes, eh bien, vous continuerez à piocher dans ce qu'on appelle la défausse, voilà, qui est ici. Mais là, on mélangera la défausse à chaque fois. Dès que vous tirerez une carte malédiction depuis cette défausse, eh bien là, vous serez complètement épuisé et le groupe décédera de sa belle mort. À ça, on doit ajouter qu'on a des cartes état. Hein, donc on peut être malade, effrayé, empoisonné, sanguinolent, etc., etc., qui peuvent être bien sûr levées en fonction de certaines actions. On a des cartes bonus qu'on peut au fur et à mesure dans le courant de la partie recevoir et qui permettent d'être utilisées une fois, de réaliser une action particulière, quelque chose. On a des actions parfois obligatoires, parfois facultatives. On peut faire les actions en groupe ou individuellement, ou seulement un certain nombre de personnes, donc ce qui va éventuellement limiter les conséquences. Que dire d'autre? Donc chaque personnage a un certain nombre d'actions qui lui sont propres, et donc on mettra ses actions propres dans le deck d'actions, et seul ce personnage pourra utiliser ces cartes-là. Donc il faut bien optimiser le fait de faire l'action ensemble ou pas, parce qu'on peut évidemment garder une carte, ça je l'ai pas mentionné, donc chaque fois qu'on doit tirer des cartes du deck action, on doit en garder une. Voilà, ici le personnage c'est Frankenstein. Si on tire une carte Frankenstein, Frankenstein n'était pas avec, eh bien on peut pas lui donner la carte. On devra lui donner lors d'une action ultérieure et ça coûtera des cartes actions du deck d'action. Peut-être la nourriture avec le feu. Alors, oui, donc il y a encore deux choses intéressantes à dire. Donc par rapport à la nourriture, donc la nourriture en fait permet de récupérer des cartes actions de la défausse et les remettre dans le deck action. C'est comme récupérer des points de vie. Et la nourriture, dans tout le jeu, donc c'est un aspect crucial. Il faut chercher la nourriture, se nourrir. Et bien la nourriture, comme dans la vraie vie, je vais dire, sera plus effective si on cuit les aliments. Donc voilà, vous réussissez par exemple à chasser une mouette. Ben, si vous la mangez crue, ça vous donnera un nombre de cartes X, par exemple 3 cartes. Par contre, si vous la mangez cuite, vous réussissez à faire du feu, comme ici. Hein, voilà, on a installé un feu. Et bien, si on a la nourriture ici, on peut cuire la mouette ou tout autre gibier qu'on a réussi à chasser. Et là, on récupérera 6 cartes, par exemple, le double. Donc ça, c'est vraiment crucial. Donc on a des cartes indices au fur et à mesure du jeu, donc qui vont permettre d'avoir plus d'informations sur la malédiction et comment arriver à lever la malédiction. J'ai pas mentionné aussi si on vient par exemple ici sur un autre plateau avec 2 cartes objets. Ça c'est un système super astucieux qui marche parfaitement. Eh bien quand on crée un objet, vous voyez, on a un dé. Ça indique simplement le nombre de fois où on pourra utiliser l'objet. Voilà, ici au départ 4 fois, et bien voilà, l'objet a été utilisé une fois, plus que 3 fois. 2 fois, une fois qu'on l'utilise pour la dernière fois, l'objet est jeté, les cartes sont défaussées. Et donc ça c'est assez, c'est très malin. Voilà, c'est assez réaliste, on va dire. Hein, si on prend l'objet de torche juste à côté, bah, c'est logique qu'une torche ne soit pas éternelle et que donc ce soit assez limité. Le dernier aspect sur lequel insister, pour moi, c'est évidemment la beauté et la profondeur du jeu. Vous voyez les cartes, hein, on a fait quelques zooms, voilà, de nouveau. Toutes les cartes sont magnifiquement décidées, avec des détails. On a des indices sur certaines cartes, hein, puisque une petite loupe est fournie. Et il faut vraiment, c'est utile, regarder chaque carte pour avoir des indices, soit des traces de pas d'animaux. Donc là, on voit qu'il y a du gibier. Donc là, il faut peut-être creuser. Ou bien des indices qui permettent d'améliorer des cartes, de changer des cartes, etc., etc. Donc ça c'est assez génial et puis voilà, les dessins sont beaux, c'est raffiné, c'est fin et quand on sait qu'il y a, si on a toutes les extensions, l'ensemble du jeu, on parle de 1300 cartes, donc c'est absolument colossal, donc le monde est énorme. Et donc ça c'est vraiment génial, c'est pas juste un petit monde avec 10 cartes et puis on explore bien, ok on joue 2 heures, c'est super, on parle d'heures et d'heures et d'heures de jeu. Et c'est ça qui me fait dire moi, bon, c'est vraiment, je suis
enchanté, que ça se rapproche très fort, hein, ce que j'avais dit déjà il y a 2 ans dans la revue de l'essai. Pour moi, c'est vraiment un croisement entre un livre dont vous êtes le héros, un petit peu de jeu de rôle et un jeu de société. Et jeu de société au sens le plus, vraiment le noble du terme, au sens le plus pur, pour moi, c'est jouer avec d'autres personnes. On peut jouer en solo, mais bon, voilà, ça a moins d'intérêt. Mais jouer avec d'autres personnes et interagir, et on est tout le temps occupé à parler, à interagir. Qu'est-ce qu'on fait? On va là, on va à tel endroit. Voilà, là, il y a 3 possibilités. On explore d'abord, on essaie de chercher du gibier, etc. Enfin, donc, on interagit, on est vraiment en société, quoi. Et pour moi, ça, c'est vraiment la réussite extraordinaire de ce jeu. C'est que ça fait interagir, hein. Donc, souvent, il y a des revues de cubes en bois que nous on adore, comme vous le savez, sur 20 jeux, et puis bon, chacun est dans son coin et fait son petit plateau, 3 jaunes pour 2 verts donnent un bleu, et à 3 bleus, j'ai une étoile, et à 10 étoiles, j'ai gagné. Et on adore ça, c'est super, il y a plein de jeux qu'on code super bien. Ici, on parle pas de ça, ici, on parle de parler à d'autres êtres humains tout le temps, d'interagir, donc c'est... Pour moi, c'est un véritable bonheur, et donc c'est une réussite énorme de ce jeu, le 7e continent, qui a été attendu pendant très longtemps. Soyons transparents, évidemment, qui n'est pas donné, hein, c'est pas le petit jeu avec 5 cartes, mais voilà, il y a un matériel, comme j'ai dit, extraordinaire avec le nombre de cartes dessinées, et ça répond totalement, vraiment, c'est dans la cible par rapport à ça. Donc un livre dont vous êtes le héros, une véritable épopée qui dure des heures et des heures, et donc c'est un pur bonheur. Voilà, c'était la dégustation donc, du 7e continent. Donc le magnifique jeu de... Les auteurs sont pas dessus, mais c'était... Voilà, Ludovic Roudy et Bruno Sauter. Je pense que c'est important de répéter leur nom parce que vraiment c'est une réussite pour moi magistrale et magique. Donc félicitations à eux. J'espère que ça vous a plu. Excellente dégustation.